Elle n'était que la domestique de la famille. Mais une seule de ses phrases détruisit le mariage de l'aventurière du millionnaire. Camille Lefebvre avait 32 ans, mais son visage en reflétait 5 de plus. Non pas à cause des années, mais de la fatigue silencieuse qui s'accumulait dans les plis délicats de ses yeux noisettes. Chaque matin, elle descendait la rue Lamarck avant que le soleil ne se lève sur Paris. Elle montait discrètement les marches de la somptueuse demeure Delacroix à Montmartre et disparaissait aussitôt dans l'ombre dorée du service. Les Delacroix étaient l'une des familles les plus riches de la capitale. Étienne Delacroix, héritier d'un empire de finance, dirigeait ses affaires avec une discrétion exemplaire. À 50 ans, il cultivait l'image d'un homme raffiné, discret, presque en retrait du monde. Solène, sa nouvelle épouse, était tout son contraire. Âgée de 37 ans, ancienne mannequin et désormais mondaine redoutée, elle respirait l'ambition et la mise en scène. Mariée depuis un peu plus d'1 an, ils formaient un couple qui attirait les murmures et les flashs. Camille, elle, n'attirait rien du tout. Elle était celle qu'on ne voyait pas, celle dont on ne retenait pas le prénom. Elle savait pourtant tout. Elle connaissait les préférences d'Étienne pour le café corsé, sans sucre, pris seul dans la bibliothèque à 8 heures du matin. Elle connaissait les gestes impatients de Solène quand ses talons claquaient trop fort dans le couloir, signe qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Camille connaissait la maison mieux que quiconque. Chaque recoin, chaque silence, chaque mensonge camouflé sous les rideaux de velours. Elle n'était pas seulement efficace, elle était attentive. Une qualité rare, presque dérangeante. Elle ne se mêlait de rien, mais son regard captait ce que les autres oubliaient. Ce n'était pas de la curiosité, mais une forme d'instinct, un sens de l'observation affûté par des années à écouter sans être écouté. Depuis quelques semaines, quelque chose avait changé dans la maison. Solène semblait plus tendue, ses appels téléphoniques devenaient plus fréquents, plus nerveux. Elle sortait sans prévenir, revenait tard et parlait à voix basse derrière les portes. Étienne, lui, s'isolait davantage. Il n'était plus cet homme calme et maître de lui-même, mais une figure floue, fatiguée, presque absente. Camille ressentait l'imminence d'un déséquilibre, comme si un courant d'air glacial s'infiltrait entre les murs de marbre. Solène, pourtant toujours polie, faussement polie, avait cessé de s'adresser à elle autrement que par de simples gestes ou ordres secs. Étienne, de son côté, la remerciait mécaniquement, sans vraiment la voir. Mais Camille n'avait pas besoin d'être vue pour comprendre. Elle notait les regards échangés, les mots tus, les mouvements de Solène quand elle croyait être seule. Elle avait surpris des rires forcés, des silences trop longs au dîner, des absences de plus en plus fréquentes. Elle ne savait pas encore ce qui se tramait, mais elle savait avec une certitude qui venait du ventre que quelque chose de mauvais rôdait entre les murs de la maison Delacroix. Elle continuait son travail sans un mot, nettoyant les surfaces, servant les plats, arrangeant les coussins et écoutant les silences. Le plus étrange était cette sensation sourde, presque intime, qu'elle ressentait en croisant le regard d'Étienne, comme si, sans le vouloir, elle cherchait à lui dire quelque chose qu'elle-même ne savait pas encore, et lui, peut-être, cherchait en elle un point fixe dans un monde qui lui échappait. Camille Lefebvre, invisible parmi les dorures, commençait à voir ce que personne ne voulait voir. Le vendredi soir, la maison Delacroix respirait une ambiance feutrée. Les lustres suspendus au plafond lançaient des reflets dorés sur les nappes blanches, parfaitement repassées, tandis que des rires étouffés montaient depuis la salle à manger. Camille évoluait entre les invités comme une ombre efficace, versant le vin, changeant les assiettes, ajustant discrètement un rideau tiré trop fort. Le dîner, bien que restreint, comptait tout de même des figures notables. Un ancien ministre, une galeriste renommée, un jeune prodige de la tech parisienne, tous soigneusement sélectionnés par Solène, dont l'œil mondain ne laissait rien au hasard. Ce genre de soirée n'intimidait plus Camille. Elle avait appris à reconnaître les sourires fabriqués, les phrases creuses dites pour impressionner, et les regards qui glissaient sur elle sans jamais s'y attarder. C'était dans cette indifférence qu'elle avait trouvé une forme de liberté, observer sans être observée. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dévia légèrement du script habituel. Vers le milieu du repas, alors qu'elle s'apprêtait à apporter un nouveau plateau de fromage, Camille surprit un éclat de voix venant du petit salon adjacent. La porte n'était qu'entr'ouverte, et elle entendit distinctement la voix de Solène, plus tranchante qu'à l'ordinaire, teintée d'une impatience contenue. Elle parlait au téléphone. Camille ralentit instinctivement, attentive sans le vouloir vraiment. Elle ne cherchait pas à écouter,
Mais les mots s'imposèrent à elle, brutaux dans leur clarté. « Dès que j'aurai l'accès au compte suisse, il pourra disparaître, ça m'est égal. » Le plateau vacilla dans ses mains. Un verre de vin rouge glissa lentement, chuta et se brisa au sol dans un éclat discret mais tranchant. Camille se baissa aussitôt, ramassant les morceaux avec des gestes calmes, trop calmes. À l'intérieur, son cœur battait trop fort, comme si son corps comprenait mieux qu'elle la gravité de ce qu'elle venait d'entendre. Solène ouvrit la porte avec un calme étudié, le téléphone toujours en main, ses yeux glissant sur Camille comme une flèche indifférente. « Faites attention, Camille, ce tapis est ancien. » Puis elle disparut dans le couloir, reprenant sa conversation d'un ton bas, presque complice. Camille resta là un instant, agenouillée sur le sol, un morceau de verre encore entre les doigts, fixant la tache rouge qui s'était formée sur le tapis perçant. Elle se releva lentement, sans un mot, ramassa les débris dans un torchon et retourna à la cuisine. Elle ne parla à personne, pas même à l'autre employé de maison qui aidait aux cuisines ce soir-là. Le reste de la soirée se déroula dans une mécanique silencieuse, presque irréelle, comme si le monde avait soudainement perdu un degré de chaleur. Ce n'était pas simplement une phrase, c'était un projet, une menace à peine voilée, une révélation d'intention. Et Camille, en sa qualité d'invisible, se retrouvait maintenant porteuse d'un secret bien trop grand pour elle. Elle connaissait peu de choses sur la vie privée d'Étienne, encore moins sur ses affaires financières. Mais elle savait reconnaître la froideur d'un calcul. Et cette phrase, dite sur le ton de l'évidence, ne laissait aucun doute. Solène préparait quelque chose de dangereux. Elle passa une nuit blanche, étendue sur son petit lit dans la chambre de service au dernier étage de la maison. Elle revoyait encore et encore la scène, les mots, le regard de Solène. Une partie d'elle voulait croire qu'elle avait mal compris, mais elle savait que non. La voix était claire, l'intention aussi. Camille, pourtant peu encline à juger, se sentait traversée par une inquiétude plus vaste que le simple malaise. Ce n'était pas une affaire entre époux, c'était une manipulation, un piège tendu à un homme qui, malgré sa fortune, semblait de plus en plus vulnérable. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Étienne entra dans la cuisine plus tôt que d'habitude. Il portait une expression absente, comme s'il avait mal dormi. Il prit une tasse, s'assit à la table et ne dit rien pendant plusieurs minutes. Camille, concentrée sur le percolateur, ne le regardait pas. Elle se contenta de lui verser son café comme chaque jour, en silence. Mais elle sentit, pour la première fois, qu'il attendait peut-être plus. Un mot, un geste, un signe. Elle n'en dit rien. Pas encore. Il était trop tôt. Elle n'avait pas de preuves, seulement une phrase entendue au hasard, sortie du contexte, ou pas. Mais le doute s'était installé profond. Et avec lui, une responsabilité qu'elle n'avait jamais demandée, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants, elle observa avec plus d'attention. Solène, toujours élégante, toujours souriante, semblait soudain plus pressée. Elle passait de longs appels dans sa chambre, disparaissait pour des rendez-vous imprévus et consultait fréquemment une petite tablette qu'elle gardait toujours sous clé. Étienne, lui, paraissait plus replié sur lui-même. Il oubliait ses rendez-vous, laissait ses documents traîner et soupirait plus souvent, comme un homme usé par une fatigue ancienne. Camille notait tout, chaque détail, non pas pour se mêler de ce qui ne la regardait pas, mais parce qu'elle sentait que quelque chose approchait. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se taire éternellement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que sa place dans cette maison n'était plus seulement celle d'une employée silencieuse. Elle portait un fragment de vérité entre les mains, et tôt ou tard, il lui faudrait décider ce qu'en faire. Les jours qui suivirent le dîner furent marqués par une tension invisible, subtile mais constante, comme un fil tendu entre deux réalités. Camille, toujours discrète, observait sans intervenir, retenant chaque geste, chaque mot, chaque détail qui, pris isolément, ne signifiait rien, mais qui, mis bout à bout, commençait à former une image inquiétante. Solène, avec son sourire maîtrisé et son regard impénétrable, semblait désormais jouer un rôle dans une pièce dont elle dictait les règles, et Étienne, sans le savoir, devenait l'acteur principal d'un scénario dont il ignorait l'intrigue. La première alerte concrète se produisit une matinée, alors que Camille nettoyait la bibliothèque, un lieu qu'Étienne affectionnait particulièrement. C'était un espace feutré, orné de bois sombre,
de tapis épais et de rayonnages remplis de livres anciens. Elle y passait souvent du temps, non seulement pour l'entretien, mais parce qu'elle y trouvait un apaisement discret, un lieu où le monde extérieur semblait suspendu. Ce jour-là, alors qu'elle époussetait le coin d'un secrétaire d'acajou, son regard fut attiré par une enveloppe entr'ouverte laissée sous une pile de magazines financiers. Ce n'était pas dans les habitudes d'Étienne de laisser traîner ce type de document, surtout dans une pièce qu'il tenait pour sienne. La curiosité de Camille n'était pas celle d'une fouineuse, mais celle d'une femme lucide, confrontée à des signes qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit délicatement et découvrit une copie de formulaire de transfert bancaire vers une banque en Suisse, datée de 2 semaines plus tôt. Le montant inscrit était colossal, une somme qu'aucun foyer ne déplacerait sans raison valable. Plus étrange encore, le document portait 2 signatures, dont l'une ressemblait fortement à celle d'Étienne, mais l'autre, plus fine, semblait imiter. Ce détail la frappa immédiatement. Elle reposa le document à l'identique, le cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire. Les jours suivants révélèrent d'autres signes, tout aussi troublants. Camille surprit Solène dans le bureau en fin de soirée, prétendant chercher un stylo, alors que les tiroirs du secrétaire étaient entr'ouverts. Elle remarqua que certains dossiers changèrent de place, que des courriels étaient imprimés et laissés négligemment sur l'imprimante, comme si quelqu'un les utilisait à des fins de compilation. Les conversations entre Solène et Étienne prirent un tour différent. Elles devenaient plus insistantes, plus douces parfois, presque maternelles, et d'autres fois, elle usait de silences lourds, de regards blessés, d'allusions voilées à un manque de confiance, à un éloignement. Étienne, déstabilisé, semblait osciller entre culpabilité et confusion. Camille comprit alors qu'elle était en train d'assister à un lent travail de sape psychologique. Solène n'attaquait pas directement. Elle insinuait, plantait des doutes, cultivait le trouble comme on arrose une fleur vénéneuse. Elle jouait avec la mémoire d'Étienne, reformulait des faits récents, modifiait des détails dans ses récits quotidiens. Parfois, elle prétendait qu'il avait oublié un rendez-vous ou déformait une décision qu'il avait prise. L'effet était subtil, mais redoutablement efficace. Étienne se repliait sur lui-même, doutait de sa propre perception, perdait peu à peu l'assurance qui le caractérisait. Un soir, Camille entendit une conversation étouffée dans le salon. Solène parlait à un homme au téléphone. Elle n'eut que quelques mots, mais suffisants pour glacer le sang. « Il commence à vaciller. Donne-moi encore 15 jours. » 15 jours pourquoi? Elle ne le savait pas, mais cette échéance flottait désormais dans son esprit comme une menace silencieuse. Elle vit également Solène feuilleter un dossier avec plusieurs relevés bancaires accompagnés de notes écrites à la main. Elle agissait comme si tout lui appartenait déjà, comme si elle préparait un départ ou un coup. Étienne, quant à lui, passait de longues heures dans son bureau, parfois à contempler le vide. Il parlait peu, ne posait pas de questions et acceptait les affirmations de Solène avec une résignation étrange. Camille, qui le croisait chaque matin dans la cuisine, sentait en lui une lassitude profonde, comme s'il avait renoncé à comprendre ce qui lui échappait. Un détail attira particulièrement l'attention de Camille. Solène avait changé les mots de passe de plusieurs appareils de la maison, sous prétexte de sécurité. Elle avait également demandé au jardinier de se rendre moins souvent, affirmant qu'elle préférait une maison plus calme. Plusieurs domestiques occasionnels furent remerciés sans explication. Camille comprit qu'elle était la dernière présence stable et qu'elle aussi pourrait être écartée si elle devenait un obstacle. Mais Solène ne semblait pas la considérer comme une menace. Elle la traitait avec cette condescendance distante, propre aux gens convaincus de leur supériorité. Camille utilisa cela à son avantage. Elle redoubla de discrétion, se fondant encore plus dans les recoins de la maison, tout en affinant ses observations. Elle savait désormais que quelque chose de grave se préparait et que Solène agissait avec une méthode froide, déterminée, presque clinique. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les draps dans la chambre d'amis, elle trouva un agenda tombé sous le lit. En le feuilletant rapidement, elle découvrit une série de noms et de dates avec des annotations codées. L'un des noms était celui d'un notaire très connu à Neuilly. Une date entourée en rouge revenait à plusieurs reprises. Elle la mémorisa. C'était dans exactement 12 jours. Camille savait qu'elle ne pouvait pas aller à la police. Elle n'avait pas de preuves concrètes. Les documents étaient dans la maison, mais elle ne pouvait les emporter sans se trahir. Parler à Étienne, dans l'état où il se trouvait, cela semblait inutile, voire contre-productif.
Il fallait attendre le bon moment, celui où un mot pourrait tout basculer sans alerter Solène. Alors elle décida de continuer, d'observer, d'apprendre, de retenir chaque mouvement, chaque dossier déplacé, chaque nom entendu. Elle devenait une mémoire vivante des jours qui précédèrent la chute, de qui elle ne savait pas encore, mais elle ne doutait plus qu'un effondrement se préparait. La nuit était tombée tôt sur Montmartre. La pluie fine battait les vitres de la véranda, dessinant des nervures translucides sur le verre. Dans la maison de la Croix, un silence particulier régnait, celui qui précède les événements importants, mais que personne n'ose encore nommer. Camille, fidèle à sa routine, effectuait sa dernière tournée de la journée. Vérifier les rideaux, ajuster les coussins, ranger les livres laissés sur les tables basses. Tout paraissait calme, mais elle le sentait dans son corps. Une tension diffuse, une vigilance qui ne la quittait plus. Ce soir-là, elle s'attarda plus que d'habitude dans le bureau d'Étienne. Il n'y était pas entré depuis 2 jours, préférant errer d'une pièce à l'autre comme un homme en dérive. La pièce avait l'odeur familière du cuir, du bois ciré et de l'encre. Camille rangeait un livre tombé à terre lorsqu'elle vit, entre 2 dossiers, une feuille imprimée laissée ouverte, sans la moindre précaution. C'était un échange de courriels entre Solène et un avocat parisien spécialisé dans les divorces à enjeux financiers. L'échange datait d'à peine 48 heures. Camille lut la phrase qui la frappa comme une gifle. Une fois les éléments en main, nous pouvons initier la procédure sans alerter M. Delacroix immédiatement. Le doute n'était plus permis. Solène préparait son attaque avec méthode, avec précision. Camille referma la feuille, la replaça exactement comme elle l'avait trouvée et se tourna pour quitter la pièce. Mais au moment de poser la main sur la poignée, elle entendit un bruit derrière elle. La voix de Solène, calme, presque douce, lui coupa le souffle. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Camille se retourna lentement. Solène se tenait dans l'encadrement de la porte, une coupe de vin blanc à la main, vêtue d'un peignoir satiné, d'un bleu pâle. Ses cheveux relevés dégageaient son visage maquillé avec une précision glaciale. Elle ne souriait pas vraiment, mais ses lèvres esquissaient ce rictus poli qui, dans sa bouche, ressemblait à une morsure. « Vous êtes bien plus intelligente que je ne le pensais, Camille. Je me suis longtemps demandé ce que vous feriez, si vous compreniez. Vous avez cette façon étrange de tout voir sans jamais parler. C'est presque fascinant. » Camille ne répondit pas. Elle n'en voyait pas l'intérêt. Elle savait que cette scène allait arriver d'une façon ou d'une autre. Ce qu'elle ignorait, c'était le ton qu'adopterait Solène. Ni hystérique, ni brutal. Juste tranquille, calculé. Cela la rendait plus dangereuse encore. Solène entra dans la pièce, marcha lentement jusqu'au bureau et caressa du doigt la couverture d'un carnet. Elle parlait comme si elle discutait de la météo. « Il y a quelque chose que j'ai appris très tôt dans la vie, Camille. Les gens qui écoutent trop finissent toujours par entendre ce qu'ils n'auraient jamais dû savoir. Et ceux-là, on les élimine. Pas de manière dramatique, mais ils disparaissent. Ils changent de métier, de ville. Parfois, on ne les revoit plus. » Camille sentit un frisson froid remonter le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une menace criée. C'était une déclaration factuelle, presque administrative. Solène sirota une gorgée de son vin, puis poursuivit, le regard plongé dans celui de Camille. « Je suis très bonne pour faire disparaître les choses encombrantes, et les femmes comme vous, vous êtes faciles à remplacer. Invisibles, silencieuses, sans défense. » La phrase frappa Camille avec une violence d'autant plus forte qu'elle était dite sans haine. C'était une certitude, pas une provocation. Solène s'approcha encore, réduisant la distance entre elles à quelques pas. « Ne vous méprenez pas, Camille. Je ne suis pas en colère. Je suis seulement fatigué d'avoir à gérer les détails, et vous devenez un détail trop visible. » Camille soutint le regard de Solène, sans flancher. Elle n'était pas une femme naïve. Elle avait grandi dans des environnements où le pouvoir s'exerçait souvent dans le silence et la peur, mais c'était la première fois qu'elle était directement menacée. Pourtant, elle ne baissa pas les yeux. Elle ne répondit pas non plus, car elle comprit à cet instant que Solène attendait une réaction, un mot, une justification, une peur. Et ce silence-là, ce silence choisi, était sa seule forme de résistance. Après un long instant, Solène haussa légèrement les épaules et recula d'un pas comme lassée de son propre discours. Elle déposa sa coupe vide sur le bureau et conclut « Je pense que nous nous sommes comprises ». Puis elle quitta la pièce, d'un pas lent, comme si rien ne s'était passé. Camille resta seule dans le bureau figée.
La tension la quitta brutalement, et elle sentit ses genoux trembler. Elle s'assit sur le fauteuil de cuir, le souffle court. Elle venait de franchir un seuil invisible, celui où l'on n'est plus seulement témoin mais cible. Son existence même, jusque-là effacée, était devenue une menace pour quelqu'un comme Solène. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle détenait désormais un pouvoir, même infime. Mais avec ce pouvoir venait une responsabilité. Elle passa la nuit à réfléchir. Partir maintenant serait la solution la plus simple. Elle pouvait trouver un autre emploi, recommencer ailleurs, oublier cette maison, cette histoire, ces gens. Mais partir signifierait aussi laisser Solène exécuter son plan, abandonner Étienne à un sort dont il n'avait pas conscience. Et cela, Camille ne le pouvait pas. Pas après tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait compris. Pas après cette menace voilée. Le lendemain, elle se leva avant l'aube, prépara le café comme chaque jour, rangea la vaisselle, fit les lits. Mais cette fois, chaque geste avait un poids nouveau. Elle n'était plus simplement l'employée discrète. Elle était devenue une pièce sur l'échiquier. Et si Solène croyait qu'elle allait se contenter de disparaître, elle se trompait lourdement. Ce fut un dimanche gris et humide. Paris semblait s'être recroquevillé sous un manteau de brume, et même la lumière filtrant à travers les vitres de la maison de la Croix semblait fatiguée. Le silence régnait dans les couloirs, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Camille, levée dès l'aube, avait préparé le petit déjeuner comme à son habitude, mais l'ambiance dans la cuisine était différente. Étienne n'était pas descendu à l'heure habituelle. Pas de pas dans l'escalier, pas de froissement de journal, pas de tasse de café vide sur le rebord de la table. Seulement le bruit de la pluie contre la verrière et l'odeur persistante du café noir, devenu tiède. Elle aurait pu monter lui porter un plateau, comme elle l'avait parfois fait par le passé, mais quelque chose la retenait. Une intuition discrète, presque physique, que ce matin devait être laissé à lui-même. Et pourtant, il descendit, lentement. Sa silhouette apparut au bout du couloir, légèrement voûté, comme un homme plus âgé que la veille. Son visage, mal rasé, portait les marques d'une nuit sans sommeil. Il ne portait pas de costume, mais un simple pull gris, un pantalon souple, comme s'il avait abandonné toute forme de représentation. Camille, debout derrière le plan de travail, s'arrêta de respirer un instant. Elle le salua d'un discret « Bonjour, monsieur », mais il ne répondit pas. Il s'assit, le regard dans le vide, fixant un point invisible devant lui. Elle versa une tasse de café, la posa doucement devant lui. Aucun mot, aucun geste. Ce silence, d'abord pesant, devint rapidement insoutenable. Camille savait que le moment était là. Il n'y aurait pas d'autre occasion, pas de contexte plus propice. Il était à nu, désarmé, fatigué. Et elle, pour la première fois, se sentait investie d'un devoir qui dépassait de loin son rôle dans cette maison. Elle resta debout quelques secondes, les mains posées à plat sur le plan de travail. Puis elle parla. Sa voix était calme, posée, presque douce. Mais chaque mot était pesé, comme un fil tendu au-dessus du vide. « Monsieur Delacroix, je ne devrais pas vous dire cela. Ce n'est pas mon rôle, je le sais. Mais je ne peux plus me taire. » Il releva à peine les yeux, mais elle sentit qu'il écoutait. « La femme que vous aimez, elle attend simplement le bon moment pour partir et emporter la moitié de tout ce que vous avez construit. » Le silence qui suivit fut total. Le genre de silence qui ne précède pas forcément une explosion, mais qui annonce un bouleversement. Étienne ne bougea pas. Il ne parla pas. Ses yeux restaient fixés devant lui, mais son souffle s'était suspendu. Camille n'ajouta rien. Elle n'avait pas de preuves physiques à lui tendre, pas de documents à poser sur la table. Seulement la vérité nue, dite avec la sincérité d'une femme qui n'avait rien à gagner à parler. Elle ne cherchait ni gratitude, ni reconnaissance. Elle ne voulait pas le sauver, seulement lui rendre ce qu'on lui avait subtilisé, la clarté. Après une minute, Étienne saisit lentement sa tasse, la porta à ses lèvres, puis la reposa. Il n'avait toujours pas parlé, mais ses yeux s'étaient enfin tournés vers elle. Ce regard, qu'il n'avait jamais vraiment posé sur elle jusque-là, n'était pas celui d'un maître face à son employé. C'était celui d'un homme désorienté, blessé, mais profondément touché. Il ne posa aucune question. Il ne demanda pas comment ni pourquoi. Il se contenta d'acquiescer d'un geste infime, presque imperceptible, comme si les mots de Camille confirmaient une intuition qu'il n'osait pas formuler. La journée se déroula dans un silence tendu. Solène,
absente depuis la veille au soir pour un prétendu week-end entre amis à Deauville, ne rentra pas. Étienne resta dans son bureau presque toute la journée. Camille, elle, effectua ses tâches avec une concentration nouvelle, consciente que les choses avaient changé. Une bascule s'était opérée. Elle n'avait pas été licenciée sur le champ, pas réprimandée, pas renvoyée à sa place. Elle avait été entendue, et cela suffisait pour l'instant. Le soir venu, Étienne descendit dîner seul. Il mangea peu, parla moins encore, mais remercia Camille d'un simple regard quand elle lui servit une soupe chaude. Il semblait absorbé par ses pensées, comme un homme en train de recomposer les pièces d'un puzzle dont l'image lui échappait depuis trop longtemps. Camille ne chercha pas à en savoir plus. Elle se contenta d'être là, présente, silencieuse, mais désormais visible. Il ne l'ignorait plus. Quelque chose en lui avait changé. Et cela, elle le savait, n'était que le début. Cette nuit-là, alors qu'elle remontait dans sa chambre de service, Camille sentit une fatigue profonde l'envahir. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Elle venait de franchir une ligne. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle était devenue actrice d'un drame qui ne faisait que commencer, et elle ignorait encore jusqu'où cela allait la mener. Mais au fond d'elle, une chose était certaine. Elle ne regrettait rien. Dire la vérité, même si elle devait en payer le prix, avait été un acte de loyauté. Non pas envers Étienne, mais envers elle-même. Ce n'était pas un acte de courage héroïque. Ce n'était pas une prise de position spectaculaire. C'était juste une phrase prononcée un matin de pluie, dans une cuisine silencieuse, par une femme que personne ne regardait jamais. Et pourtant, cette phrase venait de faire trembler les fondations d'un empire bâti sur l'apparence. Le retour de Solène, 2 jours après ce dimanche suspendu, fut aussi théâtral que calculé. Elle entra dans la maison comme si rien n'avait changé, déposant son sac Hermès sur le canapé du salon, embrassant Étienne distraitement sur la joue et montant à l'étage sans même adresser un regard à Camille, comme si la semaine précédente n'avait été qu'un simple interlude. Étienne, de son côté, répondit par une neutralité glaciale. Son visage n'exprimait ni colère ni tendresse, mais une réserve contrôlée qui n'était pas coutumière chez lui. Il ne dit rien. Il observa. Et c'est dans ce silence précis que tout commença à basculer. Les heures qui suivirent furent marquées par une série d'échanges cordiaux entre eux, presque trop polis. Solène paraissait légère, bavarde, évoquant un dîner prochain avec des amis, suggérant un week-end à Saint-Tropez, comme si elle cherchait à effacer l'épaisseur des jours précédents. Mais Étienne ne répondait plus avec l'automatisme habituel. Il la regardait autrement. Pas avec suspicion immédiate, mais avec cette attention nouvelle que l'on réserve à quelque chose que l'on croyait familier et que l'on redécouvre avec un doute. Camille, témoin discret de ces interactions, sentit que la graine du soupçon avait germé. Le lendemain matin, Étienne ne se rendit pas à son bureau en ville. Il annula ses rendez-vous, prétextant une migraine, et resta enfermé dans la bibliothèque pendant plusieurs heures. Camille, appelée pour apporter un plateau, le trouva plongé dans une pile de dossiers personnels, des relevés bancaires, des copies de contrats, des documents notariés. Il la remercia d'un signe de tête et elle comprit immédiatement qu'il ne fallait pas poser de questions. Il ne cherchait pas la compagnie, il cherchait la vérité. Au fil des jours, Étienne entreprit une série de vérifications discrètes. Il fit appel à un avocat de confiance sans passer par les canaux habituels. Il demanda des copies certifiées de plusieurs documents récemment signés, notamment ceux concernant le transfert de fonds vers l'étranger. Le notaire sollicité confirma que Solène avait introduit une signature supposée être la sienne sur des documents qu'il ne se rappelait pas avoir validés en sa présence. Le doute se transforma en certitude, et cette certitude, lentement, fit naître une colère froide. Le soir du jeudi suivant, après un dîner glacial où Solène avait tenté de ranimer une conversation éteinte depuis plusieurs jours, Étienne la confronta, pas avec violence, pas avec cris, simplement avec des faits. Il lui montra une copie du document signé, lui demanda calmement « Est-ce votre signature ici ?» Solène haussa les épaules, feignant l'incompréhension. Elle tenta de rire, parla d'un malentendu, d'une erreur de secrétaire. Mais le ton de sa voix trahissait une nervosité inhabituelle. Étienne resta immobile, les mains croisées sur la table. Il répéta « Je veux savoir, maintenant ». Ce fut le moment où Solène comprit qu'elle avait perdu le contrôle.
Elle tenta alors une autre tactique, les larmes. Elle parla d'amour, d'abandon, de solitude, de son besoin de se sentir protégée. Mais cette fois, Étienne ne sia pas. Il écouta, silencieux, comme un juge rendu à sa lucidité. Puis il se leva, lui annonça qu'elle devait quitter la maison temporairement jusqu'à ce qu'il mette de l'ordre dans tout cela. Le choc sur le visage de Solène fut bref, mais réel. Elle ne s'attendait pas à cette décision. Elle tenta un dernier recours, l'indignation. Comment osait-il la mettre à la porte de sa propre maison? Étienne resta implacable. Il ne cria pas, il ne menaça pas. Il formula sa demande comme une conclusion juridique. « Tu as une semaine pour t'organiser. Je veux que tu sois parti d'ici dimanche soir. » Cette nuit-là, Camille n'entendit aucun bruit, aucun cri, aucun claquement de porte. Seulement le silence d'une maison qui venait de basculer d'un monde vers un autre. Le lendemain, Solène ne descendit pas. Étienne prit son petit déjeuner seul. Il remercia Camille plus nettement que d'habitude. Il ne parla pas de ce qui s'était passé, mais son regard avait changé. Il n'était plus celui d'un homme désorienté, mais celui d'un homme qui enfin avait ouvert les yeux. Pourtant, si l'éviction de Solène avait été un soulagement discret, elle laissa derrière elle un vide étrange. La maison, débarrassée de sa présence éclatante, semblait plus lourde, plus lente. Camille sentit, à mesure que les jours passaient, que quelque chose avait changé entre elle et Étienne. Non pas une proximité brusque, mais une nouvelle forme d'attention. Il lui parlait davantage. Des banalités d'abord, puis des choses plus profondes. Un souvenir de jeunesse, une pensée sur son père, une remarque sur la solitude qu'il n'avait jamais avouée à personne. Camille répondait avec mesure, prudence. Elle ne cherchait rien. Elle ne voulait pas s'installer dans un rôle qui ne lui appartenait pas, mais elle écoutait. Et dans cet échange silencieux, une forme de confiance naquit. Une confiance qui n'avait rien à voir avec le statut ou la hiérarchie. Elle était née d'un geste, d'une parole prononcée au bon moment, d'un acte de vérité dans un monde bâti sur les faux semblants. Mais malgré cette ouverture, Camille sentait le poids de ce qu'elle avait déclenché. Elle était devenue, malgré elle, le catalyseur d'un éclatement. Elle n'avait pas cherché à nuire. Elle avait voulu prévenir, avertir, protéger peut-être. Mais les conséquences étaient là. Une femme expulsée, un homme brisé, puis reconstruit autrement. Une maison vidée de son théâtre quotidien. Et dans cet entre-deux, elle, Camille Lefebvre, restait là, plus visible que jamais, mais aussi plus exposée. Elle ne savait pas encore quelle serait la suite. Elle ne savait pas ce qu'Étienne attendait vraiment. Était-ce seulement de la gratitude ou autre chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer? Ce qu'elle savait, en revanche, c'est que rien ne serait plus jamais comme avant. Après le départ de Solène, la maison de la Croix entra dans un silence plus dense, moins oppressant que celui des semaines précédentes, mais profondément inhabituel. Il ne s'agissait plus de cette tension électrique qui planait dans les couloirs, de ces regards fuyants et de ces mensonges étouffés. Non, ce silence-là était d'un autre ordre. C'était celui de l'après, de la chute, de la reconstruction possible, mais incertaine. Camille le ressentit dès les premiers jours. Chaque pièce semblait respirer différemment, comme si les murs eux-mêmes s'étaient dégonflés d'un poids invisible. Le personnel réduit au strict minimum retrouvait une forme de calme dans les gestes du quotidien, mais la solitude, elle, restait palpable, surtout autour d'Étienne. Il passait désormais ses journées à domicile. Son bureau, auparavant sanctuaire d'ordres et de chiffres, était devenu un lieu de repli. Il lisait beaucoup, des essais, des romans, des journaux. Il écoutait de la musique classique, longtemps, sans bouger. Camille, tout en respectant sa discrétion, ne pouvait s'empêcher de remarquer ce changement. L'homme qu'elle servait depuis des années, ce millionnaire réservé, presque distant, semblait avoir été vidé de ce qui le maintenait en surface. Il ne s'effondrait pas, non. Il réapprenait à exister autrement. Elle aussi, en silence, subissait les répercussions de cette transformation. Elle n'était plus perçue comme une simple employée. Elle ne le souhaitait pas, mais elle le constatait dans chaque interaction. Étienne la remerciait différemment. Il lui posait des questions sur ses lectures, sur son avis concernant tel tableau déplacé dans le salon. Un jour, il l'interrogea sur un passage de Flaubert qu'il ne comprenait pas, feignant de ne pas se souvenir du contexte. Elle lui répondit avec la précision de quelqu'un qui avait lu l'œuvre 2 fois. Il sourit pour la première fois depuis longtemps. Puis vinrent les cafés.
Un matin, il descendit un peu plus tôt que d'habitude et s'installa dans la cuisine sans avertissement. Camille s'apprêtait à partir, mais il lui proposa de s'asseoir d'un geste discret. Elle hésita, puis accepta. Ils burent leur café en silence. Aucun mot n'était nécessaire. C'était un moment suspendu hors des conventions habituelles, et ce moment devint une habitude. Quelques fois par semaine, ils prenaient un café ensemble, assis à la même table, chacun de leur côté, sans protocole, sans besoin d'expliquer pourquoi. C'était simplement là, présent. Peu à peu, les sujets de conversation s'étoffèrent. Étienne posait des questions sur elle. Pas les questions mondaines, mais celles qui révèlent un véritable intérêt. Il voulait savoir ce qu'elle aimait lire, où elle avait grandi, pourquoi elle avait choisi ce métier. Camille répondit avec retenue, sans rien enjoliver. Elle avait grandi en banlieue, élevé son petit frère après la mort prématurée de leurs parents, enchaîné les emplois avant de tomber sur l'annonce des Delacroix, qu'elle n'avait d'abord pas osé contacter. Étienne l'écoutait avec une attention presque troublante. Il ne cherchait pas à juger, ni à compatir. Il voulait comprendre. Les promenades commencèrent presque par hasard. Un après-midi, alors que Camille s'apprêtait à sortir les poubelles, Étienne l'interpella depuis le jardin. Il arrosait les rosiers, seul, maladroitement. Elle proposa de l'aider. Ce jour-là, ils parlèrent des saisons, du froid qui arrivait, du jardinier parti en vacances. Le lendemain, il l'attendait déjà, et le surlendemain encore. Ensemble, ils marchaient lentement parmi les allées, s'arrêtant devant les massifs, échangeant quelques mots, souvent rien de plus que des observations sur les couleurs ou la pluie menaçante. Mais dans ces silences partagés, Camille sentait que quelque chose prenait forme, quelque chose de fragile, de lent, de profondément humain. Elle se refusait à l'appeler autrement. Ce n'était pas une romance, ce n'était pas encore un attachement amoureux. C'était la rencontre de deux solitudes, deux existences parallèles que tout opposait, mais que les circonstances avaient forcé à se regarder en face. Étienne n'était plus ce patron lointain, inaccessible, et elle n'était plus la domestique invisible, celle qu'on ne nomme même pas. Ils étaient deux êtres écorchés par des histoires différentes, mais que la vérité avait réunis. Et pourtant, malgré cette proximité naissante, Camille restait sur ses gardes. Elle connaissait les regards. Elle savait ce que l'on disait des femmes comme elle, lorsqu'elles s'approchent trop d'un homme riche, surtout après un scandale. Elle refusait d'être cette caricature. Elle se tenait droite, digne, ne laissait rien transparaître. Pas même lorsque, un soir, après une promenade plus longue que d'habitude, Étienne lui offrit un roman, glissé dans une enveloppe avec une note pour la lectrice discrète. Elle le remercia d'un simple sourire, mais conserva le livre près de son lit. Leurs échanges restaient discrets, presque clandestins dans leur normalité. Le personnel, réduit à une cuisinière quelques jours par semaine et un chauffeur en intérim, ne posait pas de questions. Et personne, pas même les voisins, ne semblait remarquer le lien subtil qui se tissait entre eux. C'était un entre-deux délicat, un équilibre précaire entre le passé et ce qui pourrait advenir. Camille le savait, Étienne aussi, probablement. Mais au fond d'eux, chacun comprenait que cette parenthèse silencieuse était peut-être le prélude à quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé, ni osé souhaiter. Le matin de son retour, Solène n'annonça rien. Aucun appel, aucun message. Ni à Étienne, ni à l'avocat chargé de finaliser les formalités de séparation. Elle se présenta tout simplement à la grille de la propriété, accompagnée d'un homme au costume sombre et à l'attitude sèche, qui portait une mallette comme un symbole d'autorité. Le gardien, surpris mais sans instruction particulière pour refuser l'entrée, les laissa passer. Camille les aperçut depuis l'une des fenêtres du rez-de-chaussée et comprit immédiatement que cette visite ne serait pas une simple tentative de conciliation. C'était une offensive. Étienne descendit quelques minutes plus tard, prévenu par le gardien. Il ne montra ni colère ni surprise. Son visage, désormais habitué à la retenue, conservait cette impassibilité calculée qu'il avait adoptée depuis les révélations. Il demanda à Camille de rester dans la cuisine et de ne recevoir aucun appel sur le téléphone fixe. Elle hocha la tête, puis observa à distance prudente l'échange tendu qui se déroulait dans le grand salon. Elle n'entendait pas les mots, mais les postures, les gestes, les regards suffisaient à raconter la scène. Solène, toujours vêtue avec soin, portait un tailleur crème et des talons fins. Elle avait choisi l'élégance du contrôle, celle qui masque les intentions derrière une façade irréprochable. Son avocat parla plus qu'elle.
Il exposa des droits, compensations, arrangements financiers. Il parlait comme on lit un contrat, mais Étienne l'interrompit à plusieurs reprises, posant des questions précises, apportant des documents, confrontant les chiffres. Il ne s'agissait plus de suspicion. Il avait des preuves. Camille comprit, à mesure que les heures passaient, que le plan de Solène était tombé à l'eau. Étienne, prévoyant, avait bloqué plusieurs comptes, mis à l'écart les procureurs habituels de la famille, fait appel à un expert indépendant pour vérifier les opérations passées. Chaque mouvement suspect, chaque signature douteuse, chaque virement non autorisé avait été retracé. Solène, prise dans sa propre mécanique, tenta de justifier l'injustifiable. Elle parla de malentendus, de documents signés à la hâte, de conseils financiers mal interprétés. Mais face aux éléments posés noir sur blanc, ses paroles perdèrent de leur force. La confrontation dura toute la journée. Solène, d'abord offensive, devint peu à peu défensive, puis fatiguée. Elle ne s'attendait pas à une telle résistance. Elle croyait Étienne affaibli, encore prisonnier de cette dépendance émotionnelle qu'elle avait si bien entretenue. Mais il ne l'était plus. L'homme en face d'elle était calme, lucide, résolu. Elle tenta alors une dernière carte, le scandale. Camille, encore dans l'ombre, entendit sa voix monter dans le hall. Elle criait, accusait Étienne de manipulation, évoquait sa santé mentale, insinuait qu'il n'agissait plus de manière rationnelle. Elle se mit à pleurer, à supplier, à menacer de médiatiser leur divorce si ses exigences n'étaient pas respectées. Mais cette scène, pourtant intense, ne provoqua rien. Étienne l'écouta, immobile, puis lui tendit un dossier. C'était un accord de divorce équitable, validé par son avocat, dans lequel aucune de ses exigences illégitimes n'était retenue. Elle refusa de signer sur le champ. Elle quitta la maison en fin d'après-midi, cette fois escortée hors des lieux, non plus par un domestique ou un chauffeur, mais par un huissier mandaté. Elle lança un dernier regard vers l'entrée, croisant brièvement celui de Camille, qui, sans rien dire, la soutint sans baisser les yeux. Il n'y avait ni défi ni triomphe dans ce regard, juste la conscience claire de celle qui avait vu, parlé, agi. Et Solène, dans ce regard, comprit qu'elle avait perdu bien plus qu'un mariage. Après son départ, la maison retrouva un calme brutal. Étienne ne dit rien pendant plusieurs jours. Il se plongea dans les dossiers restants, finalisa les formalités avec son avocat, mit un terme à certains partenariats commerciaux initiés par Solène. Mais Camille sentit dès le lendemain que quelque chose s'était figé. Un poids nouveau s'était posé sur ses épaules, non pas par faute, mais par le simple fait d'avoir été au centre du basculement. Elle savait que son rôle était terminé. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle n'attendait rien. Et pourtant, rester n'avait plus le même sens. Elle se sentait trop présente, trop exposée. La maison n'était plus celle qu'elle avait connue. Les rapports avaient changé, les regards aussi. Et même si Étienne ne la traitait avec aucun excès, ni de familiarité ni de distance, elle percevait dans ses silences une forme d'interrogation à laquelle elle ne voulait pas répondre. Alors, elle prit une décision. Un matin, elle laissa une lettre sur son bureau. Une lettre simple où elle expliquait qu'elle préférait partir, que le moment était venu pour elle de tracer un autre chemin, loin de l'ombre de cette histoire. Elle remerciait pour la confiance, pour le respect, pour l'humanité dont il avait su faire preuve, même dans la tempête. Elle ne demandait rien, elle ne fuyait pas, elle partait librement. Étienne lut la lettre sans commenter. Il descendit, la trouva en train de préparer le dernier service du midi. Il s'approcha, la regarda droit dans les yeux et lui dit seulement « Reste ». Mais elle secoua doucement la tête. Il ne répéta pas. Il comprit. Il respecta. Et elle, sans un mot de plus, termina son travail, remit les clés et quitta la maison qu'elle connaissait dans ses moindres recoins sans se retourner. Ce départ fut plus dur que prévu. Pas parce qu'elle regrettait, mais parce qu'elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle avait franchi un pont invisible et ce pont n'existait plus derrière elle. Ce qu'elle avait vécu dans cette maison resterait inscrit dans sa mémoire comme une épreuve, mais aussi comme un éveil. Elle avait vu le vrai visage du pouvoir, de la manipulation, de la fragilité humaine, et surtout, elle avait découvert en elle une force dont elle ne se croyait pas capable. Mais il était temps d'écrire une autre page. Camille s'installa dans un appartement modeste, au cœur de Belleville, un quartier animé, populaire, loin du faste et du marbre de Montmartre.
L'immeuble était ancien, les escaliers grinçaient, et les murs portèrent les marques du temps. Pourtant, elle y trouva une forme de paix. Son nouveau logement, petit 2 pièces mansardé sous les toits, n'avait rien de spectaculaire. Il donnait sur une cour intérieure où des enfants jouaient parfois et où les voisins se saluaient sans excès. C'était un endroit simple, ancré dans une réalité bien différente de celle qu'elle avait côtoyée pendant tant d'années. Elle trouva rapidement un nouvel emploi, cette fois chez une veuve septuagénaire, ancienne institutrice, à qui elle tenait compagnie et dont elle gérait le quotidien. La maison était plus petite, les gestes moins nombreux, les journées moins rythmées, mais cette lenteur lui convenait. Elle avait besoin de silence, de temps pour réfléchir, pour digérer ce qu'elle avait traversé. Les semaines passèrent ainsi, sans drame, sans nostalgie apparente, mais avec cette sensation permanente d'avoir laissé une partie d'elle-même derrière les murs de pierre d'une autre vie. Étienne ne la contacta pas au début. Elle s'attendait à ce silence. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une forme de respect. Il avait compris que son départ n'était pas un caprice, ni un appel déguisé à l'attention. C'était une nécessité, et pourtant, quelque chose en elle restait suspendu. Non pas dans l'attente d'un geste, mais dans la conscience qu'une histoire n'avait pas été réellement close. Elle ne se berçait d'aucune illusion. Elle savait qui elle était, d'où elle venait, ce que les gens pensaient quand une femme comme elle s'approchait d'un homme comme lui. Et elle ne voulait ni être cette femme-là, ni vivre sous le regard des autres. Les premières semaines, elle évita soigneusement tout ce qui pouvait la ramener à lui. Elle ne passait plus près de Montmartre, ne lisait pas les journaux économiques, ne consultait plus les rubriques mondaines. Mais malgré elle, l'image d'Étienne revenait par vagues. Ce n'étaient pas les scènes spectaculaires qui l'obsédaient, mais les détails minuscules. La façon dont il tournait lentement les pages d'un livre, son silence du matin, son regard posé sur le jardin après la pluie. Des instants ordinaires, mais marquants. Ce genre de souvenirs qui s'inscrivent sans qu'on les choisisse. Un jeudi d'octobre, alors qu'elle sortait d'une épicerie, elle crut l'apercevoir de l'autre côté de la rue. Une silhouette familière debout sous un réverbère, le col relevé, observant les passants. Son cœur se serra, mais quand elle cligna des yeux, il n'était plus là. Peut-être n'était-ce qu'une projection, une illusion née du manque ou du désir de savoir. Mais 2 jours plus tard, elle le vit vraiment. Cette fois, il n'y avait pas de doute. Il était assis seul à la terrasse d'un café à quelques pas de chez elle, un journal plié devant lui, une tasse vide. Il ne semblait pas l'avoir vu. Elle passa de l'autre côté de la rue sans s'arrêter. Mais cette apparition réveilla en elle une certitude. Étienne venait à Belleville, discrètement, sans escorte, sans voiture noire, sans l'arrogance de son monde. Il venait marcher dans ses rues, s'asseoir sur ses bancs, prendre un café là où les gens ne le connaissaient pas. Il ne cherchait pas à la surprendre, elle en était sûre. Il voulait simplement être là, dans son monde à elle, comprendre quelque chose de ce qu'elle était, de ce qu'elle vivait. Cette présence distante, respectueuse, toucha Camille plus qu'un appel ou une lettre. Il ne la poursuivait pas. Il ne la réclamait pas. Il cherchait à la rejoindre autrement, à sa manière silencieuse et concrète. Les jours suivants, elle le croisa plusieurs fois. Jamais par hasard, mais toujours à distance. Il entrait dans une librairie, flânait au marché, s'arrêtait près du parc. Un matin, elle le vit acheter un pain dans la boulangerie au coin de sa rue. Il portait des vêtements simples, marchait sans précipitation, comme s'il voulait s'effacer dans la foule. Et chaque fois, elle ressentait une émotion mêlée de surprise, de tendresse et d'appréhension. Un soir, en rentrant, elle trouva dans sa boîte aux lettres un petit paquet sans nom. Aucune signature, aucune note. À l'intérieur, un exemplaire ancien d'un livre de Marguerite Duras qu'elle avait mentionné lors d'un de leurs cafés dans la cuisine. C'était une édition rare, en parfait état. Elle comprit immédiatement d'où cela venait, mais elle ne répondit pas. Pas encore. Elle se rendit à la bibliothèque municipale, comme elle le faisait parfois, pour y retrouver un peu de solitude parmi les livres. Là, elle consulta discrètement les journaux. Étienne avait vendu une partie de ses participations dans plusieurs sociétés. Il avait démissionné de 2 conseils d'administration. Il s'était retiré peu à peu du cœur du monde financier. Aucune déclaration publique, aucun scandale. Juste une série d'actions qui, mises bout à bout, dessinaient un choix radical. Il changeait de vie. Et c'est cela, plus que tout, qui fit basculer Camille. Non pas parce qu'il voulait la suivre, mais parce qu'il semblait vouloir lui aussi
se délester du poids de ce qu'il avait été. Elle n'en tira aucune conclusion hâtive. Elle ne se précipita pas. Mais une pensée s'installa lentement en elle. Peut-être n'était-il plus aussi éloigné qu'avant. Peut-être que deux mondes différents pouvaient, parfois, cesser de se regarder avec crainte et apprendre à marcher côte à côte. Ce n'était pas encore le moment de le retrouver. Mais ce n'était plus le temps de fuir. Camille, en refermant le livre de Duras, sut que la page suivante était proche. L'automne avançait sur Paris. Les feuilles jaunies s'entassaient sur les trottoirs et les vents plus secs apportaient avec eux cette lumière pâle, propre aux fins d'octobre. Dans la maison de la Croix, désormais débarrassée de l'agitation mondaine, le calme s'était installé définitivement. Étienne vivait seul dans l'immense bâtisse. Il avait réduit au minimum les services. Un jardinier quelques jours par mois, une entreprise de ménage ponctuelle, un traiteur discret pour les semaines où il n'avait pas la force de cuisiner. La bibliothèque, autrefois pièce figée, s'était transformée en refuge. Il y passait des heures, lisant, annotant, contemplant parfois sans rien faire. C'est dans ce contexte de solitude assumée qu'il entreprit un rangement en profondeur. Non pas par nécessité, mais par envie de comprendre ce qu'il restait de sa vie passée. Il triait ses papiers, classait ses archives personnelles, vidait tiroirs et étagères. C'était un travail lent, méthodique, comme une manière de se débarrasser de tout ce qui n'avait plus de sens. Un matin, alors qu'il s'attaquait à une pile de vieux livres dans un meuble de coin, il retrouva un exemplaire d'un roman de Stendhal qu'il n'avait pas ouvert depuis des mois. Le livre était légèrement gondolé, comme s'il avait pris l'humidité, et en l'ouvrant, une feuille pliée s'en échappa. Il la ramassa sans y prêter attention d'abord, pensant à une vieille note de lecture ou un marque-page oublié. Mais à la première ligne, son regard s'arrêta. Il reconnut l'écriture, l'élégance discrète des lettres, la régularité presque scolaire des mots. C'était Camille. Sa main, instinctivement, se referma sur la feuille. Il s'assit, déplia le papier lentement, avec une concentration totale. Le silence dans la pièce s'épaissit, comme si le monde avait ralenti autour de lui. La lettre n'était pas longue. Elle n'était pas destinée à être lue. Elle n'avait jamais été remise. Elle débutait par des remerciements sobres, presque formels mais justes. Camille y exprimait sa reconnaissance pour la confiance qu'on lui avait accordée, pour le respect reçu, pour les silences partagés. Puis elle avouait, d'une plume retenue, qu'elle avait, malgré elle, ressenti quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle n'employait pas de mots romantiques, elle ne parlait pas d'amour, mais chaque ligne respirait une émotion tenue, un attachement né dans la discrétion, dans les gestes du quotidien, dans le regard porté sans attente. Elle concluait en affirmant que ce sentiment n'avait jamais eu pour but de troubler ni de séduire. Il s'agissait simplement d'un état, une vérité intérieure qu'elle avait choisi de garder pour elle. Étienne relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot semblait trouver en lui un écho qu'il n'avait pas osé écouter jusque-là. Ce qu'il avait cru être du respect, de la loyauté, s'était enrichi d'une dimension plus profonde, que Camille avait soigneusement dissimulée, peut-être même à elle-même. Et soudain, les souvenirs des derniers mois reprirent une clarté nouvelle. Les cafés du matin, les promenades silencieuses, les regards échangés dans le jardin, tout ce qui, sur le moment, avait semblé anodin, résonnait maintenant comme une tentative contenue de présence, de lien, d'affection peut-être. Il resta de longues minutes immobile, la lettre à la main. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas un appel, mais cela suffisait à bouleverser l'équilibre fragile qu'il avait construit depuis son départ. Elle n'était pas partie pour fuir. Elle était partie par lucidité, par pudeur, par respect. Et cette lettre oubliée, cachée dans les pages d'un roman, devenait le fil d'Ariane qu'il n'attendait plus. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il resta dans la bibliothèque, relisant la lettre, entouré des livres qu'elle avait tant lus elle aussi. Il revit chaque moment, chaque inflexion de voix, chaque silence. Et au petit matin, une décision s'imposa à lui. Il ne pouvait plus faire semblant. Il ne pouvait plus errer dans les rues de Belleville comme un fantôme espérant croiser un reflet du passé. Il ne voulait pas forcer les choses, ni bousculer son monde. Mais il voulait lui parler, lui dire qu'il avait compris, qu'il avait lu, qu'il l'avait lu. Il savait où elle vivait. Il n'y avait jamais mis les pieds. Il l'avait respectée jusque-là. Mais maintenant, cela ne relevait plus de la simple curiosité. C'était devenu une nécessité. Il ne savait pas ce qu'elle dirait. Il ne savait pas si elle l'accueillerait. Mais il n'avait plus peur, ni d'elle,
ni de ce qu'il ressentait. Il n'y avait plus de jeu d'apparence, plus de rôle à jouer. Il n'était plus le mari trompé, ni l'homme d'affaires tout-puissant. Il était seulement un homme qui avait été vu, écouté, compris, et qui voulait, à son tour, offrir la même chose. Avant de partir, il glissa la lettre dans le livre de Stendhal, le referma et le plaça dans un sac. Il prit un manteau simple, enfila des chaussures qu'il n'avait plus portées depuis des années et quitta la maison sans prévenir personne. Il ne voulait pas être accompagné, il ne voulait pas d'intermédiaire. Il voulait lui remettre ce livre, non pour la convaincre, mais pour l'honorer. Camille, à cet instant, ne savait rien encore de ce qui approchait. Elle préparait un thé, comme chaque fin d'après-midi, lisait quelques lignes d'un roman posé sur la table de la cuisine, inconsciente du fait que le passé qu'elle croyait avoir rangé dans un coin discret de sa mémoire venait d'être réactivé par une simple feuille de papier, restée trop longtemps cachée entre les pages d'un livre oublié. Le ciel de Belleville s'était obscurci dès la fin de l'après-midi. Des nuages lourds s'étaient rassemblés au-dessus des toits gris, annonçant une pluie dense et froide. Camille, comme à son habitude, terminait sa journée par une visite à l'épicerie du coin. Elle portait un imperméable beige et tenait son sac en bandoulière contre son flanc. Le trottoir était glissant, la lumière des lampadaires se réfractait dans les flaques. Il était près de 19 heures lorsque les premières gouttes tombèrent, d'abord fines, puis plus lourdes, dessinant des rigoles sur les pavés. Elle pressa le pas, passant devant le petit café au coin de la rue, là où elle avait plusieurs fois aperçu Étienne, toujours à distance. Mais ce soir-là, elle ne s'attendait à rien. La journée avait été longue, rythmée par des tâches simples et un silence intérieur qu'elle n'avait pas encore réussi à apprivoiser. Elle pensait à son frère, à sa solitude assumée, à cette vie qu'elle avait reconstruite avec soin pierre après pierre, en dehors de tout éclat. Et pourtant, lorsqu'elle arriva au croisement du boulevard, elle s'arrêta net. Sous la pluie, debout près de l'abribus, Étienne l'attendait. Il ne portait pas de parapluie. Son manteau était trempé, ses cheveux plaqués sur le front. Il tenait un livre contre lui, protégé par une pochette en cuir. Lorsqu'elle le vit, son cœur se serra, mais elle ne bougea pas. Elle resta figée, incapable de décider si elle devait avancer ou reculer. Lui, en revanche, s'approcha, lentement, sans hâte, comme s'il savait que chaque pas devait être mesuré. Arrivé à sa hauteur, il ne parla pas tout de suite. Il la regarda, simplement, profondément, comme s'il cherchait à vérifier qu'elle était bien réelle, là, devant lui, dans cette rue où il avait tant marché seul. Puis, d'une voix plus basse qu'elle ne se souvenait, il dit « Tu avais glissé une lettre dans un livre que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. » Camille ne répondit pas. Elle sentit son souffle se couper une seconde. Elle savait exactement de quelle lettre il parlait, bien qu'elle ne l'ait jamais laissé volontairement pour être lue. Ce papier, écrit dans un moment de vérité silencieuse, n'était pas destiné à lui parvenir. Et pourtant, il l'avait lu. Elle n'était pas sûre de vouloir en entendre davantage. Mais il continua toujours sous la pluie, les passants contournant leur rencontre comme on contourne une scène trop intime pour être regardée. Tu disais que tu avais ressenti quelque chose que tu ne devais pas. Mais moi, Camille, c'est ce silence-là qui m'a permis de respirer. Il sortit alors le livre de la pochette, l'édition ancienne, marquée par le temps, avec le papier fin légèrement jauni. Il le lui tendit. « Je ne veux rien te demander. Je ne veux pas t'imposer ma présence. Je veux juste que tu saches que ce que j'ai compris de toi, personne ne me l'avait jamais montré. Pas dans le luxe, pas dans les dîners, pas dans mes années à fuir les vérités simples. » Camille prit le livre sans un mot. Ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut bref, mais intense. Elle baissa les yeux, respira lentement, puis releva la tête. Pourquoi venir maintenant? La question n'était pas une accusation. C'était une demande sincère. Étienne l'a compris ainsi. Parce que j'ai passé trop de temps à me taire, à faire comme si les choses n'avaient pas de poids. Et parce que ton absence m'a appris que certains silences valent 1000 mots. Mais qu'il faut parfois en prononcer au moins un. Un silence s'installa. Pas celui de la gêne, mais celui d'une suspension totale. Puis, sans dire un mot de plus, elle l'invita d'un signe à marcher. Ils longèrent le trottoir, leurs pas résonnant sur l'asphalte mouillé. Le café de la place était encore ouvert. Une lumière jaune filtrait à travers les vitres embuées. Ils entrèrent. Le serveur les regarda à peine. Ils s'installèrent dans un coin, à l'écart. Là, ils parlèrent. Longtemps. Pas pour revenir sur ce qui s'était passé, pas pour refaire l'histoire,
mais pour exister, enfin, en dehors des rôles. Elle lui raconta sa nouvelle vie, les matins calmes, les horaires simples, les pensées plus légères. Il lui parla de ses choix récents, de la vente de ses parts, de ce qu'il avait découvert en sortant de son monde. Aucun mot ne fut précipité. Aucun aveu ne chercha à bouleverser l'autre. Ce fut une conversation entre deux adultes qui s'étaient retrouvés sans promesse, sans théâtre. Lorsqu'ils quittèrent le café, la pluie avait cessé. Le trottoir brillait encore, mais le ciel s'était ouvert en de rares trouées sombres. Ils marchèrent en silence jusqu'au pied de son immeuble. Là, il s'arrêta. Elle le regarda sans détour. « Tu veux monter ?» Il hésita puis répondit « Non, pas ce soir. Ce n'est pas comme ça que ça doit commencer. » Elle hocha la tête, doucement. Il lui tendit la main et elle la serra, longuement. Puis il tourna les talons et repartit sans se presser, la tête haute, le pas plus léger. Camille resta un moment sur le trottoir, le livre toujours serré contre elle. Elle savait, en le regardant s'éloigner, qu'un chapitre venait de se tourner, et que ce qui s'ouvrait maintenant n'était pas une revanche sur le passé, mais un chemin nouveau, construit à deux vitesses, avec deux vérités, mais peut-être un seul cœur. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre sous la pluie, rien ne se transforma de manière spectaculaire. Il n'y eut pas de déclaration solennelle, pas d'aveu bouleversant, pas de décision précipitée. Tout se fit dans le silence des gestes mesurés, des mots choisis, de cette pudeur que Camille et Étienne partageaient sans même en parler. Ils ne devinrent pas un couple immédiatement. Ce mot trop lourd, trop chargé d'attentes extérieures, ne convenait à aucun des deux. Ce qu'ils construisaient ressemblait davantage à un pont discret jeté entre deux mondes restés trop longtemps étrangers l'un à l'autre. Ils commencèrent par se voir à intervalles réguliers, dans des lieux sans artifice. Des cafés de quartier, des marchés du samedi matin, des librairies indépendantes. Étienne s'effaçait dans la foule avec une aisance qu'il n'avait jamais connue. Il apprenait à exister en dehors du regard social, en dehors du contrôle. Il observait les gens avec une curiosité neuve, sans supériorité, sans méfiance. Camille, de son côté, n'adaptait pas sa vie à sa présence. Elle continuait à travailler chez Madame Lemoine, lisait le soir, cuisinait pour elle-même avec simplicité. Elle ne modifiait rien pour lui plaire, ne cherchait pas à combler un vide. Elle vivait tout simplement. C'est peut-être cela qui plaisait à Étienne. Qu'elle ne le traite pas comme un homme fragile ou exceptionnel, mais comme quelqu'un de réel, faillible, humain. Un jour, alors qu'il déambulait le long du canal Saint-Martin, elle lui dit, presque à voix basse, « Tu n'as pas besoin de me prouver que tu as changé. Je le vois. » Cette phrase, prononcée sans emphase, fut l'un des rares moments où il perdit ses mots. Il la regarda longuement, comme si cette reconnaissance discrète valait plus que tous les discours. Leur proximité se renforça ainsi, lentement au rythme des saisons. L'hiver arriva, froid mais sec, et avec lui, une nouvelle habitude s'installa. Étienne venait parfois dîner chez Camille, sans faste, sans apparat. Il apportait du vin, elle préparait un plat simple. Ils écoutèrent de la musique, parlant de livres, de films, de souvenirs. Ils riaient parfois, en silence souvent. Aucun d'eux ne cherchait à dominer l'espace. Il n'y avait pas de jeu de pouvoir, juste une cohabitation douce entre deux solitudes qui avaient décidé de se reconnaître. Camille, cependant, restait prudente. Elle savait ce que signifiait pour le monde qu'un homme comme Étienne s'attache à une femme comme elle. Elle avait vu trop souvent les regards se charger de sous-entendus, les langues prêtes à déformer la vérité. Elle ne voulait pas être le sujet de conversation des anciens amis de Solène ou des chroniqueurs mondains. Elle avait trop lutté pour exister sans devoir se justifier. Alors elle mit des limites. Pas de photos, pas d'apparitions publiques, pas de gestes équivoques dans les lieux où elle pouvait être reconnue. Étienne accepta cela sans discuter. Il comprenait. Il avait vu, lui aussi, ce que la société faisait des femmes qui n'entraînent pas dans les cases. Il ne voulait pas l'exposer. Il ne voulait pas la forcer. Il voulait qu'elle vienne à lui par choix, non par pression. Ce respect fut peut-être la plus belle preuve de ce qu'il ressentait. Il n'exigeait rien. Il proposait. Il attendait. Un soir, ils parlèrent enfin de Solène, non pour remuer le passé, mais pour le refermer définitivement. Camille lui demanda s'il regrettait. Il répondit simplement « J'ai regretté de ne pas t'avoir vu plus tôt ». Elle ne réagit pas, mais au fond d'elle, ces mots résonnèrent plus fort que tout. Elle comprenait maintenant qu'il n'avait jamais été question d'un sauvetage, mais d'une rencontre manquée qui avait fini par se produire.
Ils passèrent les fêtes séparément. Camille rendit visite à son frère en province, Étienne resta à Paris. Ils échangèrent des messages sobres, quelques appels. Ce détachement ponctuel renforça ce qui se construisait entre eux. Ils n'étaient pas liés par l'urgence ou la peur de perdre l'autre, mais par une volonté commune d'avancer sans brusquer le temps. Au mois de janvier, Étienne lui proposa une chose inattendue. Il lui montra une maison en dehors de Paris, dans une commune discrète à l'orée d'un bois. Rien de luxueux, mais élégante, fonctionnelle, lumineuse. Il ne lui demanda pas d'y vivre avec lui. Il lui dit seulement « J'ai besoin de recommencer quelque part. Pas seul, mais pas à deux non plus. Juste, quelque part où je peux te savoir proche, si tu le veux. » Camille visita la maison. Elle sentit l'air froid lui caresser le visage, le bois craquer sous ses pieds. La lumière traversait les grandes fenêtres. Elle ne répondit pas immédiatement. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle posa la main sur le roman qu'il lui avait rendu et comprit que la réponse était déjà là. Ce qu'ils bâtissaient ensemble n'était pas une histoire d'amour ordinaire. Il n'y avait pas de promesses, pas de bagues, pas de serment. Il y avait un chemin, un pas après l'autre. Des gestes qui avaient du sens, des silences partagés sans peur, une confiance née du chaos. Et cela, pour Camille, valait infiniment plus que les récits trop parfaits. Le printemps s'était installé doucement autour de Paris, apportant avec lui une lumière plus claire et une chaleur timide. Camille vivait désormais dans une petite maison en pierre, située à quelques kilomètres de la capitale. Ce n'était pas une villa de luxe, ni une résidence secondaire tapageuse. C'était un lieu à son image, simple, fonctionnel, entouré d'un jardin où elle cultivait quelques herbes, des fleurs et des légumes. Elle y avait emménagé après plusieurs mois de transition, non comme l'épouse d'Étienne, ni comme une protégée, mais comme sa partenaire. Ils vivaient le proche, mais dans deux maisons séparées. Il avait respecté son rythme, ses choix, ses besoins, et elle, peu à peu, avait ouvert la porte à une vie qu'elle n'avait jamais envisagée comme possible. Ils se voyaient presque tous les jours, parfois seulement quelques heures, parfois le temps d'un dîner, d'un café, d'une promenade. Aucun des deux ne parlait d'engagement, de futur codifié, de statut à revendiquer. Ils vivaient dans une forme d'accord silencieux, fondé sur l'honnêteté, la présence, la loyauté mutuelle. Étienne avait quitté le monde des affaires. Il avait vendu la majorité de ses parts, s'était retiré des conseils où il siégeait encore, et refusait désormais toute invitation mondaine. Il ne donnait plus d'interviews, ne participait plus aux dîners de prestige. Ce choix, largement incompris dans les cercles qu'il fréquentait auparavant, avait fait l'objet de quelques articles dans la presse, toujours teintés de suspicion. Les médias ne savaient pas où le placer, l'ancien homme d'affaires devenu fantôme, le veuf silencieux d'un mariage scandaleux, ou pire, le millionnaire tombé sous le charme d'une ancienne domestique. Certains osèrent l'insinuer, d'autres le laissèrent entendre à demi-mot. Mais ni lui ni Camille ne répondirent. Ils ne corrigeaient pas, ne s'expliquaient pas. Ils laissaient parler, parce qu'ils savaient que ceux qui jugent sans comprendre n'ont jamais su ce qu'était l'essentiel. Ce qui les unissait n'était pas une histoire de revanche. Ce n'était pas non plus un conte romantique de classe sociale surmontée. C'était la rencontre de deux existences marquées par la solitude, le devoir, l'observation constante du monde, sans y participer pleinement. Camille n'avait jamais voulu être autre chose que ce qu'elle était. Même aujourd'hui, elle refusait toute forme de luxe inutile. Elle continuait à vivre sobrement, à travailler, mais différemment. Avec Étienne, elle avait développé un projet auquel elle croyait profondément. Une structure d'aide et de soutien aux femmes travaillant dans le service domestique. Ce projet, né d'une conversation banale autour d'un café, avait pris de l'ampleur. Ensemble, ils avaient fondé une association qui proposait des ateliers de formation, des cours de droit du travail, des groupes de parole, mais aussi un fonds d'aide d'urgence pour celles qui se retrouvaient sans ressources après des situations d'abus ou de licenciement brutal. Camille en était le visage discret. Elle ne voulait pas de projecteur, pas de discours. Elle parlait aux femmes, les écoutait, les orientait. Étienne gérait la structure, les finances, les partenariats. C'était un travail à deux, fondé sur une conviction commune, que les invisibles méritaient d'être vus. La maison qu'ils avaient choisie pour le siège de l'association était située à mi-chemin entre leurs deux domiciles. Un lieu clair, calme, avec un jardin accessible, des salles fonctionnelles. Chaque jeudi, Camille y passait la journée entière. Elle préparait les salles,
accueillait les nouvelles venues, partageait ses connaissances, parfois même son histoire. Pas avec détail ni grandiloquence, mais avec cette honnêteté tranquille qui était devenue sa marque. Elle disait simplement « J'ai vu ce que certaines femmes peuvent faire pour prendre ce qui ne leur appartient pas, et j'ai appris que dire la vérité peut coûter cher mais qu'on s'en relève. » Certaines l'écoutaient avec admiration, d'autres avec scepticisme, mais toutes sentaient qu'elle parlait sans chercher à se valoriser. Elle ne vendait pas une image, elle partageait un parcours. Étienne, de son côté, s'occupait des aspects administratifs. Il restait en retrait, ne prenant jamais la parole lors des réunions, préférant écouter, noter, proposer des solutions concrètes. Ce nouveau rôle lui convenait. Il avait troqué le pouvoir pour l'utilité. Il ne décidait plus pour imposer, mais pour faciliter. Il avait trouvé une forme de paix que ni les millions ni les titres ne lui avaient jamais offerte. Leur journée était simple. Ils cuisinaient ensemble certains soirs, lisaient côte à côte, parfois en silence. Ils ne vivaient pas dans la fusion, mais dans une présence choisie. Camille, avec sa rigueur, sa discrétion, sa lucidité, n'avait pas cherché à devenir indispensable. Elle était restée elle-même, entière, modeste, mais inébranlable. Étienne l'aimait ainsi, pas comme un trophée, pas comme une surprise, mais comme une évidence lente. La société, bien sûr, n'acceptait pas facilement cette union atypique. Il y eut des regards, des sous-entendus, des murmures. Certains anciens associés d'Étienne coupèrent les ponts. Des voisins de Montmartre firent savoir, à demi-mot, leur gêne. Mais aucun d'eux n'avait besoin de l'approbation de ce monde. Ils savaient ce qu'ils valaient, ce qu'ils avaient traversé, et ce qu'ils construisaient désormais. Un dimanche matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse de Camille, Étienne lui demanda si elle regrettait. Elle le regarda, avec cette sérénité qu'il lui connaissait désormais par cœur, et répondit simplement « Je ne regrette que de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais peut-être que si je l'avais fait, tu n'aurais pas été prêt à entendre. » Il acquiesça. Et dans ce silence partagé, sans musique ni discours, sans promesse ni cérémonie, ils se comprirent une fois de plus. Camille n'avait jamais été juste la domestique. Elle avait été celle qui observait pendant que les autres se montraient. Celle qui agissait pendant que les autres parlaient. Celle qui, par une seule phrase, avait brisé une illusion, réveillé une conscience et permis qu'un homme découvre enfin qui il voulait vraiment être. Elle ne portait ni bijoux, ni titres. Mais elle était debout, libre, respectée, et aimée non pour ce qu'elle représentait, mais pour ce qu'elle était, profondément.